Le 12 mars 2026, l'URSSAF a bénéficié d'un nouvel emprunt d'un montant colossal, 1,5 milliard d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Un montant énorme pour cet organisme qui assure la collecte des cotisations sociales en France. Alors pourquoi l'URSSAF a-t-elle besoin de recourir à de la dette et surtout à ce niveau? C'est ce que je vous propose de décrypter ensemble. Alors l'URSSAF, si vous êtes dirigeant d'entreprise, ça vous parle forcément. Derrière ce nom se cache l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. C'est le seul organisme en France qui est chargé de collecter les charges sociales auprès de tous les employeurs de France, aussi bien les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, que les personnes physiques. En 2026, près de 675 milliards d'euros ont été encaissés par l'URSSAF pour être ensuite redistribués. Parce que oui, au-delà de les collecter, elle est surtout chargée de les reverser auprès de plusieurs organismes différents. Quand une entreprise verse 100 € de cotisation auprès de l'URSSAF, 38 vont vers la maladie, c'est-à-dire la sécurité sociale, 29 à la retraite, 9 pour la famille, 7 € au chômage, c'est-à-dire France Travail, 7 € à l'autonomie, 3 € au remboursement de la dette sociale, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, 2 € pour l'accident du travail, 2 € les transports publics, la formation professionnelle, c'est pareil, et puis un petit euro pour le reste, l'aide au logement, l'invalidité, etc. Alors, dans ces chiffres, moi, il y a juste quelque chose qui me perturbe quand même. Où est le coût de fonctionnement de l'URSSAF en elle-même? Parce que derrière l'URSSAF, c'est quand même 2000 personnes. On ne parle pas de la petite start-up du coin. En 2026, au total, l'URSSAF a géré plus de 4000 milliards d'euros de flux financiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un chiffre à 12 zéros. C'est juste astronomique. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'URSSAF, sur le papier. Parce que l'URSSAF, en fait, elle fait face à un problème que toutes les entreprises rencontrent également, et c'est là que ça devient intéressant. Si je vous dis BFR, est-ce que ça vous parle? C'est le besoin en fonds de roulement. L'URSSAF, comme toute entreprise, elle doit gérer sa trésorerie, parce que entre ce qui sort et ce qui rentre, il y a un décalage. Alors on l'a dit, la fonction première de l'URSSAF, c'est de collecter les cotisations sociales. Mais déjà, en fonction du statut de la société, elle peut opter entre un paiement mensuel, jusque-là, ok, ou trimestriel de ses cotisations. Et c'est là où ça se complique pour l'URSSAF. Parce que l'URSSAF va devoir, elle, reverser ses cotisations alors qu'elle ne les a même pas encore collectées. C'est comme une entreprise qui achète des stocks de produits sans les avoir encore vendus. Donc c'est ça le fameux BFR. Mais au-delà de ce décalage qui est inhérent à l'activité, il y a aussi des retards de paiement, voire des impayés tout court suite à des difficultés de trésorerie pour les entreprises. Il faut savoir que quand une société est placée en redressement judiciaire, ses dettes sont gelées, que ce soit avec ses fournisseurs comme avec l'URSSAF. Elle laisse donc une ardoise à l'URSSAF, surtout si elle est placée en liquidation judiciaire. Au mieux pour l'URSSAF, l'entreprise peut bénéficier d'un plan de redressement, ce qui crée alors un échéancier de remboursement sur plusieurs années. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que l'URSSAF doit se financer comme n'importe quelle entreprise en France. Mais alors, comment ça fonctionne quand on est un organisme de l'État? On va voir la banque au coin de sa rue? Bon, déjà si vous êtes entrepreneur, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, sinon ce serait beaucoup trop simple. Alors non, l'URSSAF fait appel à des marchés bien spécifiques et d'ailleurs sa dernière levée de dette en mars dernier a fait l'objet d'une grande nouveauté. Le 12 mars 2026, l'URSSAF a réalisé sa toute première émission obligataire labellisée sociale, donc pour un montant de 1,5 milliard d'euros, avec une maturité fixée au 20 mars 2028 et un coupon de 2,62% pour un rendement de 2,73%. Je vous ai perdu ? Ne bougez pas. Une obligation ou une émission obligataire, c'est une typologie de dette, une sorte d'emprunt qui ne se rembourse pas chaque mois, mais à la fin, à sa date de maturité, ici en mars 2028. Dans tout ça, le coupon, c'est ce qui représente les intérêts, qui sont eux versés annuellement. Il faut savoir que jusqu'en 2025, l'URSSAF n'avait pas l'autorisation d'emprunter à plus d'1 an. Elle se finançait alors avec ce que l'on appelle des papiers commerciaux, un autre type d'instrument financier à plus court terme. Le Parlement l'a cependant autorisé à s'endetter à plus long terme jusqu'à 24 mois au maximum. En parallèle de cette durée qui a été allongée, il a aussi été décidé d'autoriser l'URSSAF à aller chercher plus d'argent que les années précédentes sur les marchés. En 2026, ce plafond d'emprunt est fixé à 83 milliards d'euros contre 65 milliards l'année dernière. Alors, qui dit emprunt, même à court terme, dit charge d'intérêt, le fameux coupon dont on a parlé. Après avoir connu une période plus qu'intéressante quand les taux d'intérêt étaient négatifs, maintenant, le coût du financement est nettement plus important, avec une facture proche de 450 millions d'euros en 2025. Ok, et alors, qui a acheté ces obligations sociales de l'URSSAF ?
Eh bien, ça peut être des fonds d'investissement, des gérants d'actifs en termes plus institutionnels, des banques, mais ce sont surtout des banques centrales et des institutions officielles. Ces investisseurs se situent majoritairement en France à 45% et plus globalement, ils sont établis en Europe pour la très grande majorité à 93%, puis en Orient, en Afrique ou en Asie et encore dans d'autres pays. Voilà, maintenant vous savez que l'URSSAF doit gérer elle aussi son BFR comme n'importe quelle entreprise. Et dans les bonnes pratiques, pour vous, si vous êtes entrepreneur et que vous ne voulez pas d'ennui avec l'URSSAF, pensez bien à faire votre DPAE avant l'arrivée d'un nouveau salarié, c'est la déclaration préalable à l'embauche. Envoyez vos DSN en temps et en heure chaque mois ou chaque trimestre en fonction de votre rythme. Payez en temps et en heure vos cotisations, bien évidemment. Et sachez que si vous rencontrez des difficultés de trésorerie, alors dans tous les cas, vous devrez vous acquitter de la part salariale sur l'ensemble de vos cotisations sociales. Ça vous permettra de bénéficier d'un échéancier sur la part patronale. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris de nouvelles choses. Pensez à la liker et surtout à vous abonner pour avoir plus de contenu autour de la finance et de l'entrepreneuriat. Je vous dis à très vite.